Chapitre 357. Les gens quittent la place paniqués alors que Tom reste immobile en plein milieu. Et perdu dans ses pensées, il sait que le gouvernement ne laissera aucune chance. Ses pensées se tournent vers Franky, imaginant à quel point c'est dur pour lui de voir ses navires utilisés de la sorte en fixant Spandam. Il se dit, t'aimerais bien lui éclater à la gueule, n'est-ce pas? Et les idées laissent place aux actes. Et Tom, d'une giga gauche, éclate l'agent du Cypherpole alors qu'il hurle. As-tu seulement idée de la souffrance qu'il va endurer pendant qu'il l'attrape et arme son poing? Les marines répliquent par une salve de balles anesthésiantes qui mettent l'artisan à genoux. Spandam se réjouit de voir la poiscaille blessée et ordonne de les embarquer pour Enies Lobby. Et le public se range du côté du gouvernement, disant que finalement Tom avait vendu son âme aux pirates. Franky hurle à la foule de la fermer, mais Tom lui dit laisse. Ça ne sert plus à rien de s'adresser au juge. Et annonce, je reconnais mon implication dans l'attaque de la cour d'assises et je plaide coupable. Mais j'ai une requête. Si votre proposition de m'acquitter en échange du train des mers tient toujours, j'aimerais que l'attaque d'aujourd'hui soit oubliée. Le président répond, même si j'accepte votre requête, ça ne changera rien au résultat. Vous resterez condamné à mort. Parfait. C'est mieux ainsi, annonce Tom avant d'hurler. Je suis fier d'avoir aidé cet homme qu'on nomme Roger. Tout le monde trouve la déclaration odieuse. Tom dit à Franky, c'est mieux ainsi, ne te reproche rien. C'était imprévisible que le gouvernement aille jusque-là pour les plans. L'histoire avec Roger ne joue pas en ma faveur. Son apprenti réplique que ce n'est pas une raison pour se sacrifier. Tom sereinement lui démontre que ce n'est pas grave. Regarde la ville autour de toi. Nous avons redonné espoir aux gens. Peu importe ce qui peut m'arriver, en rendant service à cette ville, j'ai réalisé mon rêve. Il s'effondre parce que l'anesthésiant fait son effet. Ses pensées se dirigent vers Kokoro, Franky, Iceberg et Yokozuna pour leur dire merci. Spandam exulte de joie et demande la capture des 3 artisans. Mais le juge en a décidé autrement. Son verdict, uniquement Tom sera jugé. Pour avoir construit l'Euro Jackson, les garçons sont libres de partir. Kokoro, les larmes qui coulent le long de ses joues, dit aux garçons qu'il n'y a plus d'espoir. Tenez bon, Tom s'est sacrifié pour vous sauver. Se dresser contre le gouvernement, c'est peine perdue. Les mecs qui sont enfermés à Enies Lobby n'en reviennent jamais. Alors que les marines et le CP5 s'apprêtent à prendre le train des mers, Spandam a un geste déplacé et pose son pied sur le visage de Tom. Franky, qui ne tenait déjà plus en place avec un fusil, met un grand coup de crosse dans la gueule de l'agent qui se retrouve défiguré. Alors que ses proches tentent de raisonner Franky, il se déchaîne face aux marines pour récupérer son mentor, mais il finira par s'enfuir. Plus tard, dans le Puffing Tom qui part en direction d'Enies Lobby, Spandam jure qu'il aura sa revanche. Un agent arrive en hurlant pour avertir que Cutie se trouve sur les rails lourdement armé et effectivement, il est là armé d'un bazooka accompagné de Yokozuna. Tout le monde se précipite à la fenêtre. Franky ouvre le feu mais ça n'a aucun effet sur le train qui fonce à toute vitesse. Et Franky écarte les bras prêt à affronter le train pour l'arrêter. L'impact est ultra violent. Franky arrive à faire ralentir le train et plein de remords en se disant qu'il ne veut plus construire de bateau. Pour lui, Tom était l'objectif, le modèle à atteindre. Le train continue sa course, passant sur le corps de Franky. Ses dernières pensées sont « Moi aussi, je voudrais être capable de construire un bateau qui naviguera sur des contrées inexplorées. » Chapitre 358. On retrouve Kokoro en train de picoler, annonçant que Cutie est mort. Et dit « Tu as le potentiel de Tom pour devenir le meilleur charpentier du monde. » Iceberg annonce qu'il reviendra pour prendre un verre. « Je suis bien décidé à transformer cette ville. » Franky, à l'agonie dans la mer, tombe sur une sorte de galion industriel abandonné. Et grâce à ce matos, va tenter de lui permettre de se redéplacer correctement à nouveau. 4 ans plus tard, les affaires marchent bien pour la Galela. Et la rumeur comme quoi Iceberg va se présenter comme maire fait le tour de la ville. Dans son bureau, la future traîtresse Khalifa lui annonce qu'un certain Cutiflamme veut le rencontrer. Après un instant de réflexion, il décide de le congédier. À la nuit tombée, les 2 anciens apprentis se retrouvent dans leur vieil atelier. Franky, pour se justifier de son style, explique qu'il s'est transformé avec des débris pour pouvoir survivre. La conversation tourne vite à l'engueulade. Franky lui reproche de construire des bateaux pour le gouvernement et de son côté, Iceberg ne lui a rien pardonné. Bref, ça gueule pas mal, mais le futur maire finit par confier ses plans à son camarade. Lui demande de quitter la ville afin d'éviter que le gouvernement le retrouve. Surtout qu'à ses yeux, Cutiflamme est mort, donc s'il abandonne ce nom, c'est gagné. Le cyborg questionne. Tu vas faire comment quand les agents vont te tomber dessus? Tu vas finir comme Tom? Si c'est aussi dangereux, brûlé. Iceberg répond. Tu aurais fait quoi à ma place? Je respecte un homme qui a tout donné pour un avenir meilleur. Et tant que Nico Robin est là, elle peut ressusciter les armes antiques. Et ses plans pourraient être notre résistance, notre salut même. Je n'aurais jamais cédé ces documents. Franky, surpris, demande. Avec ces plans, tu es conscient que je pourrais construire le bateau? Tu peux me faire confiance? Si tu les as déjà en main, tu as ta réponse, réplique Iceberg. Putain, on changera jamais. On est toujours obligé de se foutre sur la gueule. On se pardonnera jamais. Mais bordel, qu'est-ce que je suis content de te voir en vie, en chialant de soulagement. Franky, touché, annonce que de toute façon, il veut rester ici. Retour dans le présent, où au même endroit, Franky est toujours attaché. Lucci raconte qu'il avait entendu des rumeurs sur Tom, comme quoi c'était un charpentier d'exception, mais quelqu'un de violent. Puis, maintenant qu'il sait que Cutiflamme est vivant,
Pour les crimes qu'il a commis, il va être emmené lui aussi à Enies Lobby. Il passe un Denden Mushi à Franky, de l'autre côté de l'escargot. Après 8 longues années, Pandam, devenu chef du CP9, tient sa revanche sur l'homme qui l'a défiguré. L'agent demande à ce que le cyborg soit amené sans délai. Alors qu'ils partent, Usopp va lâcher un pas si vite. Au siège de la Galela, le bâtiment est recouvert par les flammes. Explosant une fenêtre, Chopper atterrit devant les employés, un canard dans la gueule, d'ailleurs beaucoup trop classe au passage. Il porte sur son dos Polly et Iceberg. Il s'effondre de fatigue et les trois brûlés sont immédiatement pris en charge par les artisans, bien que surpris de voir un renne. Chapitre 359. Usopp est au sol, battu par Kaku. Comme il fait partie de l'équipage de Luffy ou non, dans tous les cas, il reste un pirate et décide lui aussi de l'emmener. Mais avant ça, il décide de libérer l'épave, comme il l'appelle, de l'enclave. Mary tombe seul dans la mer et disparaît des yeux d'Usopp qui hurle car il vient de perdre un camarade à tout jamais. Au siège de la Galela, l'ambiance est au soulagement. Nami s'est réveillé, Iceberg aussi. Ce dernier demande aux employés de pouvoir s'entretenir seul à seul avec la pirate. Pendant la conversation, on va apprendre pas mal de choses. Tout d'abord, le maire s'excuse pour le malentendu et jure de le dissiper car cette histoire sera finie. Il demande à Nami si pour elle, Robin a changé depuis leur arrivée à Water 7, ce qu'elle confirme exprimant la disparition. L'accusation d'assassinat qu'ils n'ont pas cru et le fait qu'elle veut quitter l'équipage pour réaliser son rêve. Iceberg raconte à son tour tout ce qu'il sait. Pour lui, le CP9 a mis la main sur Robin à son arrivée et qu'elle a une bonne raison d'agir comme elle le fait. Mais avant ça, l'avertit que lui et elle sont capables de ressusciter les armes antiques, assez puissants pour détruire le monde. Il raconte ce qu'il s'est dit dans la chambre après avoir annoncé que les plans sont faux. Puis menace Robin disant que si elle continue de collaborer avec eux, son rôle est de la stopper. Lui ne donnerait jamais les plans à qui que ce soit. Robin se justifie, son but, ce ne sont pas les armes, mais bien l'étude de l'histoire. Ce n'est pas une excuse, crache le maire. Les armes qui tuent et blessent n'ont pas forcément été fabriquées avec de mauvaises intentions. Si tu es prête à mener le monde à sa perte juste pour de la curiosité, c'est mieux que tu crèves ici et maintenant. Comment tu peux poursuivre ce but après tout ce qui s'est passé avec les démons d'Ohara? Là, Robin, elle pète un plomb. Qu'est-ce que tu sais d'Ohara exactement, hein? Puis immédiatement, son ton laisse place à la tristesse. Tu imagines pas à quel point le gouvernement a ruiné ma vie. Iceberg demande pourquoi tu collabores avec eux alors? Le visage de Nico Robin en dit long alors qu'elle le fixe. La blessure est bien profonde. Elle dit qu'elle est prête à tout sacrifier pour son rêve. Quand le CP9 l'a contacté, ils ont imposé deux conditions. 1. Faire porter le chapeau à son ancien équipage pour son assassinat. 2. Qu'elle se livre sans résistance. Iceberg creuse, disant mais tu cours à ta perte. Pourquoi avoir accepté alors que tu les as esquivés pendant 20 ans? L'archéologue répond parce que le CP9 a eu l'autorisation de lancer un Buster Call sur les chapeaux de paille. C'est un rassemblement de forces sans précédent de la marine, constitué de 5 vice-amiraux du quartier général et de 10 vaisseaux de guerre. Et ce déploiement de force peut raser une île de la carte. Normalement, il n'y a que les 3 amiraux et l'amiral en chef qui peuvent le déclencher. Mais grâce à Aokiji, le CP9 a droit à un usage unique. Et si elle n'avait pas accepté, Water 7 aurait été détruite. Pendant 20 ans, elle trahissait ou utilisait les gens comme boucliers. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Elle a accepté, pas pour sauver les gens de Water 7, mais pour sauver ses 6 camarades, ces gens qui ont cru pour de vrai en elle, et lui redonner une raison de vivre. Je cite l'artisan, et pour ça, tu serais prête à ressusciter ces armes sans te soucier de l'avenir du monde? Exactement, répondra Nico Robin, avec un regard déterminé. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend, pensez aux vies qu'on va sauver. Au final, je n'ai pas eu les couilles de presser la détente. C'est incroyable qu'elle préfère sauver 6 vies que l'humanité tout entière. Alors qu'il se reproche de ne plus avoir les plans, Nami s'effondre. C'est parce qu'elle est soulagée de savoir que son ami ne l'a pas trahi. Puis elle part en courant pour avertir son équipage. Iceberg l'avertit que ça sert à chi, ils ont tous été battus, c'est fini. Vous plaisantez j'espère, ce n'est que le début. Et quand il s'agit de sauver un camarade, mon équipage est capable de déplacer des montagnes. Puis elle va mettre des grandes claques à Chopper pour le réveiller sur le regard choqué des employés pensant qu'elle va le tuer. À la Blue Station, le train pour Enies Lobby est annoncé. La zone est blindée de marines et d'agents du gouvernement. Il y a Robin et, dans la pénombre, sous une arche, un homme allume une clope. C'est Sanji. Chapitre 360. Alors que le ciel et la mer se font de plus en plus menaçants, les marines et agents avec Robin montent dans le Puffing Tom. Le CP9 arrive à son tour, avec Franky et Usopp comme prisonniers, afin de les embarquer à leur tour. Et le coq voit toute la scène. Chopper a le visage illuminé après qu'il ait appris toute l'histoire de la bouche de Nami. Iceberg les prévient. Pour retrouver Robin, elle sera dans le train spécial de 23h qui sera en direction d'Enies Lobby. Et ça veut dire que le CP9 sera à bord. Et celui-là, c'est le dernier à cause de l'Aqua Laguna. Donc, c'est ce train-là où c'est mort. Sans compter le fait qu'il est déjà 22h30.
Voici le plan. Nami va foncer à la gare. Pendant ce temps, Chopper va tenter de trouver Luffy et Zoro. Pauli a repris connaissance et va dire aux employés: les gars, on va filer un coup de main. Mais au début, comme ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants, ils refusent. Mais le charpentier prend le temps de tout expliquer. Comme quoi, ils leur ont sauvé la vie, les gens masqués, etc. La seule exception qu'il fera, c'est sur la véritable identité des gens du CP9. Au début, les gars ont des doutes. Mais après une gueulante, tous les Yagara sont sortis. Et les employés de la Galela sillonnent les rues en hurlant le nom des gars de l'équipage. Nami, quant à elle, se dirige directement vers la gare. Il reste 20 minutes. À la Blue Station, pendant que Franky et Usopp sont chargés comme des sacs à patates, le haut-parleur annonce qu'à cause de l'arrivée prématurée de la tempête, le Puffing Tom partira en avance. Alors que tout le monde cherche les membres d'équipage, Nami et Polly se dirigent vers la gare où le départ du train est imminent. Sanji lui fonce pour aller à son bord. Et Luffy et Zoro sont bloqués, respectivement entre deux immeubles et dans une cheminée. Ils sont beaux, le fameux futur roi des pirates et le plus grand sabreur de tous les temps. Chapitre 361. Nami et Polly s'approchent de la gare. Ils entendent le sifflet qui signale le départ du Puffing Tom. Nami fonce sur la Blue Station. Pendant que le train s'élance, Robin regarde par la fenêtre avec un léger sourire, en repensant au moment où Luffy l'a accepté. Nami hurle de tous ses poumons: Robin, descends! Mais c'est trop tard. Le train est déjà parti et quitte la ville. Nami tombe à genoux tremblante. Pauli s'excuse de la situation et deux contrôleurs arrivent après avoir reçu des coups d'un type qui voulait empêcher d'embarquer dans le Puffing Tom. Il remarque Pauli et lui demande ce qu'il fait là ensanglanté. Il répond: je vois que le train est parti en avance. Les deux hommes lui expliquent que comme c'était un train spécial et au vu de l'Aqua Laguna, ils ont préféré partir avant. Nami tremble au sol et lui dit que personne ne peut arrêter le train une fois lancé. Je suis désolé, je comprends ce que tu ressens, mais il n'aura pas le temps de finir sa phrase que Nami lève le poing serré. La vie de ma sœur, je vais les éclater. On part à leur poursuite. Elle tremblait de seum. Puis elle demande un bateau à Polly qui lui dit qu'avec la tempête qui approche, c'est un aller simple au fond de l'eau. Alors qu'ils s'engueulent, il attrape le petit groupe et leur sauve la vie en prenant l'escalier parce qu'une vague puissante s'était introduite dans la gare, cassant même le mobilier à l'intérieur. Il se dit que c'est la première fois qu'il voit ça alors que la tempête n'est même pas encore arrivée. Cette Aqua Laguna approche à une vitesse hors du commun. Nami inquiète demande à Polly si le Puffing Tom arrivera quand même jusqu'à destination. Il explique que normalement, ils seront sortis de la zone de la tempête avant qu'elle arrive. Et tant qu'ils la prennent pas de plein fouet, ça devrait le faire. Un homme importe un mot laissé par Sanji de manière ultra discrète, destiné à Nami qui raconte, si on occulte la première partie qui est juste une vieille déclaration d'amour, dans la partie intéressante, il annonce qu'il est monté dans le train de 23h parce qu'il a vu Robin avec un grand loupard avec une coiffure de banane et Usopp monté dedans. Et à côté de la lettre, il y a un Denden Mushi qui l'utilisera en temps et en heure pour la contacter. La navigatrice est réjouie, au moins Robin n'est pas toute seule à bord. À l'arrière du Puffing Tom, le cuistot râle parce qu'il est trempé et ne peut pas s'en griller une. Puis un agent du gouvernement arrive, réflexe, Sanji le kick et l'homme se retrouve projeté dans le train. Tous les fonctionnaires se dressent face à Sanji. Chapitre 362. Dans un wagon, Corgi présente aux membres du CP9 le plan de défense du Puffing Tom, même si c'est peu probable qu'il se fasse attaquer. Et au fur et à mesure, ce sont des gars de plus en plus forts qu'on trouvera. Jerry en queue de train, puis un colonel du QG nommé T-Bone et accompagné d'un ancien chevalier royal, le chef cuisinier Wanze, le lutteur membre du CP7. Dans le wagon 3, c'est Nero, la nouvelle recrue du Cypher Paul 9. À Water 7, Nami annonce les dernières nouvelles et tout le monde redouble d'efforts pour retrouver Zoro, Luffy en sillonnant toute la ville en chevauchant les Yagara. Même les deux contrôleurs ont été mis à contribution et ils ont une mission: trouver un max de tease et de viande. La mer est déchaînée et Kokoro, qui est toujours en train de picoler, regarde la mer. Elle sait que plus les reflux des eaux sont importants, moins elle va faire rire les mouettes. Et là, c'est la première fois qu'elle assiste à ça. L'eau a complètement disparu autour de Water 7, comme si elle s'était évaporée au point que les habitants ne l'entendent même plus. Il est clair que les prochaines vagues vont laisser des séquelles. Chimney et Gombe remarquent un truc coincé entre deux bâtiments. Nami arrive et la petite Dianemi regarde dans cette direction. Au début, Nami remarque que la mer est tellement à chaille qu'on la voit quasiment plus. Mais elle remarque que oui, Luffy est coincé entre deux bâtiments. Là, elle se met à sprinter dans cette direction et Kokoro lui hurle dessus: reviens ici, tu tiens si peu à la vie, l'Aqua Laguna va s'abattre sur la ville. Chapitre 363. Pendant que Nami continue sa course, les gens sont stupéfaits de son inconscience. Chopper, qui est en train de regarder l'horizon, remarque Zoro dans la cheminée. Il se met à son tour à foncer. Pauli ordonne aux artisans de rester sur place et Kokoro se dit c'est trop tard. En effet, à Shai, un horizon d'eau se dessine et fonce droit sur eux. Alors que sur la digue haute, tout le monde panique devant la scène, Nami et Chopper arrivent devant leurs camarades respectifs. Nami, les larmes qui coulent le long de ses joues, se met à hurler sur son capitaine: Luffy, qu'est-ce que tu branles, putain? Pendant que t'es en train de faire le
tocard dans un moment pareil. Ils ont emmené Robin. Elle compte mourir pour nous. Elle ne nous a pas trahis. Elle va se sacrifier pour que le gouvernement nous laisse tranquille. À la fin de son voyage, c'est juste la mort qui l'attend. Luffy comprend qu'elle a menti et il est soulagé de cette nouvelle. Il dit, t'inquiète pas, je vais pas la laisser mourir. L'horizon, entre-temps, s'est transformé en un mur liquide macabre. De son côté, Chopper n'arrive pas à sortir Zoro de la cheminée. Zoro ressent que le médecin a le katana avec lui. Et comme Sama dépasse, il demande de lui donner. Les employés et Kokoro crient de panique en voyant la déferlante monstrueuse arriver au niveau des faubourgs. L'Aqua Laguna est là et s'enfonce dans les rues. Au même moment, Luffy, galvanisé par la nouvelle, écarte les deux énormes édifices et Zoro, par un coup de canon, se libère. Luffy, grâce à son pouvoir, attrape Nami et se propulse sur les hauteurs. Et Chopper, avec une Rumble Ball, et fonce lui aussi sur le pont. Au moment où ils arrivent, le soulagement se lit sur les visages, alors que la vague s'écrase brutalement sur le pont qui rompt sous la puissance de l'impact. Chapitre 364. La vague engloutit nos héros, mais en y regardant de plus près, Polly s'est jeté sur le pont qui est en train de céder pour attraper nos 4 compagnons avec ses cordes. Et tout le monde se garave à toute berzingue, juste à temps. Les gars de la Galela sont sur le cul de voir l'ampleur de cette tempête. Et clairement là, il faut se réfugier encore plus haut, parce qu'elle est loin d'être finie. Ce dernier dit que si la tempête était comme ça chaque année, Water 7 aurait déjà été détruite. Luffy demande à Kokoro, qu'est-ce que tu fous là, la vieille qui fait peur? Elle lui explique que si elle était restée sur sa station, elle serait déjà noyée. Luffy demande au savoir où il était quand la vague est arrivée, et le reine balance le dossier. Cet abruti était bloqué dans une cheminée. Là, son capitaine commence à se foutre de sa gueule. Mais Nami lui met une reprise de volée. T'es mal placé pour parler, espèce de macaque, va. Bref, Nami explique tout à tout le groupe. Pour Luffy, c'est tout vu. Ils partent à la poursuite immédiatement du Puffing Tom en bateau. Puis il demande à Polly s'ils peuvent en emprunter un, ou s'il n'y a pas un autre train des mers. Il dit que non, il n'y a que le Puffing Tom et refuse de leur prêter un bateau parce que même le plus robuste d'entre eux ne résisterait pas à l'Aqua Laguna. Parce qu'il n'a pas envie de les laisser mourir. Mais demain, aucun souci, il mettra tout ce qu'il faut à disposition. Nami intervient. Vous pensez sincèrement qu'on pourra atteindre notre objectif si on attend demain matin? Elle les a entendus avoir une conversation au sujet de Enies Lobby. C'est là-bas que se trouve la porte de la justice. Enies Lobby est aussi appelée l'île judiciaire, qui appartient au gouvernement et qui n'a de tribunal que le nom, car tous ceux qui sont emmenés là-bas sont déjà des criminels. Ils traversent un parquet vide jusqu'à une grande porte de métal qu'on appelle porte de la justice. Et ceux qui franchissent cette porte du désespoir ne revoient plus jamais le soleil, parce que derrière, il y a un embarcadère qui mène qu'à 2 endroits. Le premier, le QG de la marine, le second, une prison sous-marine pleine de salles de torture où les pires criminels sont enfermés. Les gens envoyés là-bas, c'est un aller simple pour Impel Down. Il n'y a pas de véritable justice avec une prime aussi élevée. Pour Robin, c'est juste l'enfer qui l'attend. Et chaque seconde qu'ils perdent la rapproche de cette porte de la justice. Donc, ils ne peuvent pas attendre jusqu'au matin. Polly explique calmement que même s'ils arrivent à atteindre Enies Lobby, c'est une île gouvernementale reliée directement aux plus grandes instances. Donc, il y a une armée de marines et d'agents là-bas. Se rendre à Enies Lobby, c'est déclarer la guerre au gouvernement mondial. Puis tous les employés de Galela se mettent à dire la même chose. Luffy a le visage fermé alors qu'il réalise l'ampleur de la tâche. Pendant qu'une vague s'écrase sur la digue, il dit dans ce cas, on va vous voler le bateau. Peu importe votre avis, notre ami nous attend et vous allez pas vous mettre en travers de notre chemin. Deux fronts commencent à se dessiner, prêts à en découdre. Kokoro annonce à haute voix, ne vous battez pas. Elle s'adresse à Luffy, désolé, mais vous êtes des sacrés débiles. Mais si je ne fais rien, vous courez à votre perte et le seul engin capable de franchir l'Aqua Laguna est le train des mers. Si vous êtes prêts à mourir pour votre ami, suivez-moi, je vais vous montrer un autre train. Chapitre 365. Dans son bureau, Spandam, accompagné de Funkfried, son éléphant, est heureux comme jamais. Il a le pouvoir du Buster Call et il détient Robin et Franky, les deux seules personnes au monde capables de ressusciter des armes antiques. Ils seront bientôt devant lui et il va disposer d'une puissance capable d'anéantir le monde. Dans le Puffing Tom, pendant que tout est calme à l'avant, Sanji roule sur tout le monde dans les 7e, 6e wagons et se retrouve avec Franky et Usopp. Et les retrouvailles sont plutôt froides. Dans le wagon, il trouve un escargophone qui refait ses affaires. Il fait aussi la connaissance de Franky. Et enfin, quand il apprend que c'est lui qui a cassé la gueule d'Usopp, il lui balance sa semelle dans la gueule. Forcément, sa gueule, et Usopp en rajoute une couche disant que s'ils font trop de bruit, ça va ramener les mecs du wagon suivant. Et forcément, ça loupe pas, T-Bone a entendu les cris. À Water 7, Kokoro les guide dans un hangar abandonné depuis des années. Il les amène au Rocketman, le train des mers fou déclaré beaucoup trop dangereux pour transporter des passagers. De ce train descend Iceberg. Kokoro est content de le retrouver en vie et lui demande ce qu'il fait là. Il répond avec le sourire, la même chose que toi, je suppose. J'allais pas abandonner ces bonobos à leur sort. Alors qu'il se pose sur une caisse, il dit je vous les remis en état, le maire les met en garde. Vous vous réjouirez si vous restez en vie, malgré toutes nos tentatives, il est impossible de contrôler sa vitesse. Luffy, reconnaissant, saute à l'intérieur, mais ses jambes ont du mal à le tenir. À ce moment-là, Nami arrive accompagnée des deux contrôleurs qui ont un chariot rempli d'alcool et de viande. Kokoro va conduire le Rocketman et confie Shinny et Gombe à Iceberg. Donc là, vous êtes en train de me dire que la personne la plus apte à conduire un véhicule incontrôlable, c'est la meuf la plus morpilo de tout Water 7? Puis la FF débarque, il supplie Luffy de les laisser se joindre à eux pour aller libérer Franky. Peu importe que
l'adversaire soit le gouvernement mondial, sans leur Franky, y a plus de raison de continuer. Les autres sont pas du tout chauds, mais Luffy comme d'hab, allez Nami, sois sympa. Ok les gars, montez. Alors oui, ils vont se joindre à eux, mais ils vont attacher leur King Bull au train. Une fois les préparatifs terminés, le Rocketman se met en marche, direction Enies Lobby. Ils ont un passager clandestin, Pauli. Chapitre 366. YOLO! Le Rocketman sort du canal et atterrit sur la mer déchaînée. De leur côté, les gars de la Franky Family, chevauchant Sodome et Gomorrhe de King Bull, se jettent eux aussi à l'eau sur une sorte d'embarcation canon, avant de harponner le train des mers pour s'accrocher. Zambai annonce toute la FF et au complet, tu as 50 sommes sous tes ordres. Bouteille à la main, tête par la fenêtre, Kokoro cherche la voie ferrée, mais comme elle connaît ça comme sa poche, elle le trouve sans difficulté. L'alcoolique annonce par le haut-parleur, dès qu'on sera sur les rails, la vitesse va augmenter. Pour éviter les blessures, cramponnez-vous. Au moins, ils sont prévenus que ça va être sport. Alors que notre pilote manœuvre à l'avant du Rocketman, une voix s'élève sur sa droite. Mamie! C'est qui? C'est juste Jimmy et Gombe, forcément. Elle leur gueule dessus, puis manœuvre et réussit à mettre le train sur les rails. Et là, t'as une accélération de salopard, au point où tout le monde se réfugie à l'intérieur d'un wagon, sauf que finalement, y a pas que Polly, y a aussi Stone et Pipli qui se sont tapés l'incruste. Et même s'ils s'entendent pas, les trois groupes ont un objectif et un ennemi en commun. La FF, c'est de récupérer Franky, les gars de la Galela, de se venger, et pour les chapeaux de paille, de récupérer Robin. Et un peu Usopp quand même. La Galela, les Mugiwara et la Franky Family seront alliés. Luffy les prévient, le type le plus fort dans l'histoire, c'est le mec au pigeon. Et ça va être son taf. Kokoro est avec eux au calme. Elle explique que son taf, c'est juste de mettre le train sur les rails et après c'est ciao. Il est pas contrôlable. Et comme je le dis souvent, et de voir ça dans un texte, ça me régale. Le Rocketman fonce à toute berzingue. Putain, mais regardez-moi cette vignette! Par contre, Nami avertit qu'une vague géante va percuter le train. Tout le monde se prépare à défoncer la vague, mais elle reçoit un appel de Sanji. Dans le 5e wagon, le colonel T-Bone déchire sa cape quand il a vu un de ses soldats se gratter. Un marine vient lui rendre compte que les hommes du 6e et 7e wagon ont été battus. Mais ils n'ont plus de traces des prisonniers. Le colonel donne l'ordre d'alerter tout le monde. Sanji, au bout de l'escargophone, annonce qu'ils sont dans de beaux draps, surtout avec les deux singes qui l'accompagnent. Chapitre 367. Alors que le mur d'eau se rapproche, Stone et les gars de la FF le canardent pour créer une brèche. Et malgré leur canon sur l'embarcation des King Bull, rien ne fonctionne. Les gens commencent à désespérer, mais Luffy et Zoro arrivent sur l'avant du train et ordonnent au groupe de continuer le feu. La vague n'est qu'à quelques mètres d'eux. Luffy demande à son second. 108 x 2, ça fait combien? 216. Luffy, Zoro et leurs alliés balancent tout ce qu'ils peuvent pour créer le canon de 300, qui ouvre une brèche permettant au Rocketman de passer à travers l'Aqua Laguna. Tout le monde célèbre la victoire. Et accessoirement, les gens sont choqués du niveau de Zoro et Luffy. De retour dans le wagon, Nami, qui a eu le temps de discuter avec Sanji, passe le gastéropode. Pour résumer la conversation, Sanji a tout appris de la bouche de Nami. Zoro souhaite qu'il se tienne tranquille le temps qu'il les rejoigne, mais Luffy lui donne carte blanche. Et pour le custo, c'est très bien, parce que dans tous les cas, il partait pour leur rentrer dans l'art. Le Rocketman a atteint sa vitesse maximale et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Sur le toit du Puffington, Sanji raconte à son tour tout ce qu'il sait de l'histoire de Usopp et Franky, expliquant que Robin, elle, ne sait rien de ce qui s'est passé depuis qu'elle a disparu. Le cyborg fond en larmes ému par l'histoire, et ça le motive pour filer la main à Sanji. Cependant, pour Usopp, c'est une autre histoire, expliquant que comme il a quitté l'équipage, ça ne le concerne plus, et maintenant qu'il en est là, il ne pourra plus se battre à leur côté, puis part à l'arrière du train. Pendant ce temps-là, les marines sont en train d'inspecter le Puffington, et l'un d'eux remarque qu'une fenêtre est ouverte. Alors qu'il regarde sur le toit, les marines donnent l'alerte sur le 3e et 4e wagon. Le marine qui inspecte le toit se fait toucher par une bille métallique et tombe dans la mer. À l'arrière du train, une silhouette apparaît. Masque et casque au vent, notre duo Cyborg Custo demande qui il est. L'homme annonce fièrement qu'il a entendu leur conversation et il répondra présent pour prêter main forte tel un justicier. Et son nom est Sogeking, ou Sniper King en français. Chapitre 368. Vous imaginez le moment de gênance parce que Franky et Sanji ont capté direct qu'il s'agissait d'Usopp qui assumait pas de les aider. D'ailleurs, scène qui me fait sourire, c'est quand le Custo et le Cyborg préparent leur plan. Usopp, Sogeking, lâche un. Comme c'est la première fois que nous nous rencontrons, j'imagine que vous avez des questions, genre où se trouve l'île des snipers? Et la réponse est dans votre cœur. Luffy met de la viande dans les poches de son short. Et la navigatrice montre le Perfect Climate Tact, une version améliorée du bâton grâce aux dials de Skypea. De retour sur le Puffington, l'alerte est donnée de partout alors que les marines recherchent nos trois intrus. Ils ouvrent la dernière porte en mode coucou c'est nous. Et forcément, la majorité des agents et des marines se ruent à l'arrière. Mais la porte est bloquée. Une fois ouverte par T-Bone, ils se rendent compte du piège, attirer un max de mecs à l'arrière et pendant ce temps-là, notre trio a détaché les deux derniers wagons, abandonnant les fonctionnaires à leur sort. Arrivé dans le 5e wagon, ils défoncent tout. Mais ils se retrouvent face à une mitrailleuse
mitrailleuse. Ce n'est pas un problème pour Franky qui a bladé son corps. Une fois le ménage fait, il explique à Sanji et à Sogeking qu'en tant que cyborg, il est fait d'acier et dispose de plein d'armes. Sogeking, curieux, lui plante une aiguille dans le dos. Franky se met à hurler et il explique qu'il s'est opéré tout seul et que forcément, il a pu renforcer que ce qui était accessible pour ses bras. Et il a même un frigo dans son ventre pour garder le cola au frais. En arrivant dans le dernier wagon, il se retrouve face à Wanze, un cuistot qui se déplace en patin dégueulasse. Et à moitié timbré, parce qu'il crée et pétrit les pattes avec sa bouche et son nez. Et que pour passer le troisième wagon, il va falloir le vaincre. Un agent fait un rapport au monde du CP9 expliquant la situation du train. Pour le résumer, je vous laisse mettre pause et analyser l'image. Ce qui est impressionnant, c'est la confiance de Lucci. Bueno lui dit: tu vas aller surveiller Nico Robin à l'avant? Il répond que ça ne sera pas nécessaire parce que de toute façon, ils n'arriveront jamais à la récupérer avec un sourire machiavélique. Dans le wagon 4, c'est juste le zoo. Wanze joue avec les nerfs de nos trois intrus et le combat, c'est plus un sketch qu'autre chose. Sanji donne l'ordre aux autres de passer par le toit. Ça sera donc un duel de cuistot. YOLO en cuisine! Le but de l'émission, faire craquer les autres! Sanji prend le dessus, mais grâce à son Kempo Ramen, Wanze crée une armure de nouilles qui décuple ses forces. Sur le toit, Franky se retrouve face à Nero, la loutre des mers, le petit nouveau du CP9 qui maîtrise 4 des 6 pouvoirs. Pendant les présentations, le cyborg lui demande ce qu'il a derrière lui, et quand Nero se retourne, il prend là la droite de Franky qui est fier de son coup. Dans le premier wagon, Sogeking tape à la fenêtre de Robin qui est choqué de le voir. Chapitre 370. La conversation s'engage entre Sogeking et Robin. Il lui explique la situation actuelle et de ce qu'il se passe dans le Puffing Tom, que les chapeaux de paille arrivent à leur tour et qu'ils sont tous au courant de la conversation qu'elle a eue avec Iceberg. Mais malgré ça, elle reste hermétique à tout. Et comme le ton monte, ça attire un agent du gouvernement qui vient voir si tout est normal. Forcément, il y a anguille sous roche. Mais il n'arrive pas à mettre la main sur ceux qui clochent. Dans la cuisine, la transformation de Wanze met Sanji en difficulté, qui prend plusieurs coups dans la gueule. Et à chaque fois qu'il tente de taper, ses coups de pied finissent amortis dans l'armure de nouilles. Et pour une fois, il va faire une exception. Il va utiliser ses mains et des couteaux de cuisine. Après tout, il se bat contre de la nourriture, non? Et le combat prend une toute autre dimension. Et Sanji reprend l'avantage. Et ça sent pas bon pour Wanze. Sur le toit du troisième wagon, le combat entre Nero et Franky fait rage. Et les deux utilisent toutes les cartes dont ils ont à leur disposition, mais aucun ne prend l'avantage. Chapitre 371. Notre groupe à l'intérieur du Rocketman s'amuse. Et Luffy est sur le nez à l'avant de la machine. Depuis sa position, il remarque les wagons du Puffing Tom et annonce la nouvelle au reste du groupe qui trouve ça bizarre. Dans les wagons, les marines et agents remarquent eux aussi l'arrivée avec surprise du Rocketman. Après confirmation par Zanbai comme quoi c'est juste deux wagons solo, et quand il voit qu'il n'y a personne, demande à Zoro de couper les wagons en deux pour éviter de les percuter. Tout le monde est choqué de voir le niveau du sabreur. T-Bone fonce à toute allure pour laver son affront afin de combattre pour sauver les innocents et apporter la justice dans ce monde. Il est très vite rattrapé à son tour, et le colonel comprend immédiatement la situation et se dresse face au Rocketman. Zanbai les avertit qu'il est surnommé le découpeur de bateaux parce qu'il est super puissant. Avec son épée, ça sera donc un nouveau duel entre Zoro et T-Bone. Les deux hommes se lancent dans une seule et unique attaque, que Zoro remportera. Mais notre sabreur admire son adversaire qui est tombé dans l'eau déchaînée. Le Rocketman s'approche de plus en plus du Puffing Tom. Chapitre 372. Concrètement sur le chapitre, c'est deux duels. Le premier entre Franky et Nero. Et les deux combattants se font pas de cadeau. La loutre finira par trouver le point faible de Franky en lui tirant dans le dos. Pour contrer, Franky juste se plaque au sol. La technique de gamin. Puis il va demander à Nero s'il sait ce que c'est un centaure. L'assassin du CP9 va dire oui, c'est un hybride homme-cheval. Et quand Franky fait sa transformation, Franky s'est trompé de sens. Nero au début se fout de sa gueule, mais le cyborg le prévient: attends de voir ma force de frappe. Privé de sa technique, Sanji va enchaîner les coups de pied qui vont finir par rendre son adversaire beau gosse. Wanze est hors de lui d'avoir été défiguré et se lance dans un assaut avec un couteau empoisonné. Mais le combat va se terminer sur un dernier kick de Sanji qui projette le cuistot dans le wagon où se trouvent les membres du CP9. Chapitre 373. Franky est éjecté et se retrouve à se maintenir sur le rebord du wagon. Nero se rapproche pour le narguer, mais le cyborg, d'un mouvement de rotation avec ses quatre jambes, immobilise son adversaire sur le toit du wagon avant de lui asséner une giga droite qui leur fait traverser le sol. À son tour, Franky atterrit dans le wagon du dessous avant d'éjecter son adversaire d'un coup de pied en direction du CP9. C'est la première rencontre entre Sanji et le Cypher Paul. Lucci voit Nero qui se relève. Lucci explique que Franky ne doit pas être tué conformément aux ordres. Il doit être capturé et s'il se laisse submerger par les émotions, c'est une faute grave. Il lui laisse 3 secondes pour fuir. Mais le temps que Nero réagisse et comprenne, c'est trop tard. Lucci l'exécute avec un Shigan dans le dos et il dit à Khalifa: tu diras au commandant que le nouveau n'a pas été à la hauteur et qu'ils ont dû s'en séparer. Sanji lui demande: c'est donc ça la justice? On se demande véritablement qui sont les méchants dans cette histoire. Lucci répond: de toute façon, il n'y a pas besoin de vous demander
pourquoi vous êtes ici. Je vous conseille de renoncer à Robin. C'est une affaire beaucoup trop importante et certaines personnes sont nées sous une mauvaise étoile. Et la mort de ces personnes serait bénéfique à tout le monde. Puis il pose la question suivante. S'il existait des armes capables de détruire le monde et qu'une jeune fille de 8 ans pouvait les réveiller, ne croyez-vous pas qu'il serait préférable de l'éliminer pour le bien de tous? Sanji, intrigué, lui demande où il veut en venir. Lucci explique qu'il parle de Robin, que même si elle n'avait rien fait à la base, aujourd'hui c'est une véritable criminelle et que son existence même est un crime, depuis qu'elle a l'âge de la raison et le bonheur des gens dépend de sa mort. Voici son fardeau. Il conclut qu'elle aurait dû être assassinée il y a 20 ans. Mais il n'est pas trop tard, je suis soulagé qu'elle va enfin mourir. Le chef du CP9 reprend, on va la faire parler pour qu'elle balance tout ce qu'elle sait. Puis ce n'est qu'une fois le travail terminé qu'elle va crever dans la torture. Sanji hurle qu'il ne laissera jamais faire une chose pareille. À ce moment précis, elle arrive dans le wagon, le cuistot lui adresse des paroles soulagées, mais elle reste silencieuse avant de projeter Sogeking vers Franky et Sanji, qui lui demande ce qu'elle fout. Elle explique de manière froide, comme vous voulez pas comprendre, je vais utiliser la manière forte. Sogeking donne ordre à Franky d'aller détacher le troisième wagon, et alors que tout le monde s'active, le roi des snipers balance un fumigène, attrape Robin et fonce sur le wagon détaché, laissant en plan les agents du Cypher Pole 9. Chapitre 374. Luffy ordonne de freiner parce que Yokozuna fait face au Rocketman, et il est prêt à le stopper alors que les réactions sont diverses. Luffy lui dit « Bouge de là, le train va te percuter ». De retour sur le Puffing Tom, alors que la distance sépare les wagons, Khalifa utilise son fouet pour agripper celui des fuyards et grâce à la force de Bueno arrive à les ramener à leur niveau. Il sert d'attache entre les deux wagons. Lucci rappelle la règle, ne pas tuer les Mugiwara, nous nous sommes engagés. Sanji tente de libérer la croche de Bueno par un coup de pied et malgré son Tekai, il le sent passer. Mais ça ne sera pas suffisant pour qu'il lâche prise. Robin clutch Sogeking qui est hors de combat. Sanji lui demande mais qu'est-ce que tu fous? Elle répond putain, je vous ai déjà dit que je veux pas de votre aide. Mais ce moment d'inattention sera de trop car Kaku arrive et le fracasse d'un coup de pied qui l'envoie s'éclater contre le mobilier au fond du wagon. Franky pète un câble disant bordel, vous êtes du même équipage, arrêtez de faire nimp, vous avez l'occasion de fuir ensemble. Et là il se jette sur la façade tenue par Bueno et l'arrache en se jetant dans leur wagon, les séparant une nouvelle fois. Le cyborg vient de se sacrifier pour les réunir. Lucci lui demande pourquoi tu les aides. Il répond je ne supporte pas de les voir divisés comme ça et il y a des coéquipiers qui souhaitent se reformer mais ça ne sera plus jamais possible. Puis hurle cassez-vous, vous en faites pas pour moi, j'ai un plan. Robin crie à son tour qu'elle ne veut pas s'enfuir et là Sanji vrille, il engueule arrête-toi, nous sommes tous parfaitement au courant et sans connaissance de cause qu'on est venu te sauver. Si on vainc le Buster Call, tu n'auras plus à obéir. Bueno utilise son fruit pour arriver dans leur wagon et utilise un coup de pied ouragan pour toucher Sanji de plein fouet. Après avoir blessé Usopp avec Shigan alors qu'il ramène Robin de force qui proteste en disant qu'elle n'avait pas l'intention de s'enfuir, au moment où elle s'apprête à passer la porte, Sogeking crie attends. Je le cite, tout ira bien Robin, tu verras, je sais que tu nous caches encore des choses mais ça ne fait rien. Tu dois juste comprendre que sans l'autorisation du capitaine, un pirate ne peut pas quitter l'équipage. Alors je t'en prie, aie confiance en Luffy. Et là le discours fait mouche et on voit au visage de Robin que ça l'a atteint, qu'elle remet en question son jugement. Mais Bueno reprend les choses en main et fait passer Robin par la porte la tête baissée. Sanji hurle le prénom de sa camarade. L'agent du CP9 lui dit que c'est trop tard, elle a passé un accord. Le cuistot réplique qu'est-ce qui te dit qu'elle reviendra pas dessus? Bueno raconte qu'il y a longtemps, après un Buster Call, une île a été rayée de la carte et la seule survivante c'est Robin, âgée de 8 ans. Pour elle, ce déploiement de force c'est le cauchemar absolu, gravé dans sa mémoire. Et quand elle a su que ses amis étaient confrontés à la même chose qui l'a traumatisée, elle a perdu toute envie de résister. Sanji écœuré hurle vous n'avez donc aucune humanité? Avant de fermer la porte, l'agent se justifie disant qu'il a de la compassion pour elle et qu'il fait ça pour la justice. La porte fermée, il n'est plus possible pour nos intrus de secourir Robin et Franky. Alors que le ciel s'éclaircit et que le Puffing Tom arrive sur Enies Lobby, l'île où le soleil ne se couche jamais. Ainsi se termine l'arc Water 7.